Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous suivre sur les programmes de la 93.4 Génération FM. Nous émettons en direct du quartier Kandé entre le rond-point Baneto et le rond-point à l'Unicité sur les deux voies en face de Kalibari. Nous sommes bien dimanche, donc comme tous les dimanches, à partir de 11h, nous recevons un invité sur ce plateau de Génération FM dans votre émission politique contradictoire, la tribune politique de Génération FM. La semaine dernière, nous recevions donc nos invités dans notre premier numéro. Aujourd'hui, nous poursuivons avec un autre invité, donc à Ziguinchor, toujours membre de la sphère politique qui est là aujourd'hui. Il s'agit de Ansou Sané, vous le savez, il est le directeur général de l'ANDRAC, vous le connaissez. Ansou Sané, donc, qui est là aujourd'hui dans nos studios pour débattre avec nous d'abord de plusieurs questions donc, au sujet de la structure qu'il dirige, qui est l'ANDRAC. On abordera ensuite en deuxième position des questions relevant du domaine politique. Vous connaissez Ansou Sané, sans doute, qui est membre de l'Alliance pour la République. Avec lui, nous parlerons véritablement de la situation nationale au sein de la coalition, mais également au plan local. Ansou Sané, donc, que nous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Ansou Sané, donc, avant de vous donner la parole, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui dans le studio de Génération FM. Merci M. Ba, et je voudrais profiter de cette tribune pour saluer tous les auditeurs de la radio Génération FM, saluer aussi toutes les populations de la région de Ziguinchor et de la Casamance. Ansou Sané, donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes juriste de formation, vous êtes titulaire d'un master en management et vous avez fait plusieurs formations dans ce domaine. En 2009, vous devenez coordonnateur de la maison de justice de Ziguinchor, c'est ça? Ensuite, à partir de 2012, vous embrassez une carrière dans les sphères de l'État. Tour à tour, vous devenez conseiller technique au ministère de l'Agriculture, puis de la Jeunesse et ensuite de l'Emploi. Ensuite, vous avez atterri au ministère de la Fonction publique. Récemment, en 2015, donc, vous devenez secrétaire général de l'ANDRAC et en 2017, vous accédez au poste de directeur général de la dite structure. Donc, on en reviendra un peu sur le volet politique, mais sur le plan politique, on peut vous considérer comme un fidèle du ministre Benoît Sambou, auprès de qui donc vous avez fait toute apparemment votre carrière ministérielle, mais même politique. Mais avant de revenir sur cet aspect, Ansou Sané, un fils de la Casamance, peut-être que vous vous réjouissez de ce CV, vous en réjouissez. Qu'est-ce que vous ressentez quand on lit votre CV? Permettez-moi tout d'abord, M. Ba, de me réjouir de la naissance de cette nouvelle radio qui est venue enrichir un peu le paysage médiatique de la région et qui est venue avec une touche particulière à travers, entre autres, cette émission qui est une tribune qui permet de débattre de l'ensemble des questions d'ordre national et des questions d'ordre local. Et je voudrais aussi féliciter pour la pertinence des émissions que vous animez, des émissions qui ont fini de placer votre radio au cœur des radios émergentes de cette région. Pour en revenir sur votre question, je voudrais tout simplement rendre grâce au bon Dieu et remercier les parents qui m'ont inculqué cette éducation et qui m'ont mis sur le chemin de l'école, sur le chemin de l'éducation, ce qui m'a permis d'être aujourd'hui d'avoir un petit peu ce que vous avez appelé donc ce CV. Donc c'est donc une occasion pour moi de remercier l'ensemble de mes parents et de rendre grâce au bon Dieu. Ansou Sané, vous êtes le directeur général de l'ANDRAC. Quand on dit l'ANDRAC, on fait allusion à l'Agence nationale de relance pour les activités économiques, sociales en Casamance, une structure qui avait été mise en place dans le cadre de l'accompagnement du processus dans le sud du pays. Beaucoup estiment aujourd'hui que cette structure qui est en berne ou en léthargie, vraiment, dites-nous comment se présente aujourd'hui l'ANDRAC. Je vous remercie. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai pris l'ANDRAC en 2017. Déjà en 2015, j'étais secrétaire général et en 2017, grâce à la confiance qu'a placé en moi son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, j'ai été donc nommé directeur général. Et à mon arrivée à cette structure, j'ai trouvé une agence qui a été créée en 2004.
pour accompagner le processus de paix à la suite des accords de paix conclus entre le gouvernement du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, des accords intervenus en décembre 2004. Et pour un peu mettre en place les conditions d'une paix définitive dans cette région déchirée par une crise qui a duré près de 35 ans. Et à côté donc, de ces accords de paix, l'État et donc, le MFDC ont senti la nécessité donc, de mettre en place une structure qui puisse accompagner cette dynamique de paix. Au préalable, il faut dire que déjà entre 2001 et 2002, le gouvernement du Sénégal, avec l'accompagnement de plusieurs partenaires techniques et financiers, notamment l'USAID, le PNUD, la Banque mondiale, l'Union européenne, avait fini d'élaborer un programme appelé Programme pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, PRAEX. L'élaboration de ce programme a pris fin en 2003 et en 2004, après la signature des accords de paix, donc l'État a mis en place l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales, qui est une agence chargée de mettre en œuvre justement ce programme que j'avais évoqué tout à l'heure. Il faut dire qu'à l'entame de l'exécution de cet important programme, donc la phase 1 a duré de 2005 à 2006, cette agence vraiment a permis de mettre en place en Casamance beaucoup d'infrastructures sociales, d'infrastructures communautaires et accompagner beaucoup d'initiatives économiques pour inciter les populations qui s'étaient déplacées ou bien qui s'étaient réfugiées à revenir, n'est-ce pas, dans leur terroir, donc, parce que les conditions s'y prêtaient. C'est ainsi que beaucoup de réalisations ont été faites par cette agence à travers ce programme, parce qu'à côté, il y avait différents sous-programmes qui avaient été mis en place, notamment le PADERCA, que tout le monde connaît ici dans la Casamance, le PROCAS et le PARC, c'est-à-dire le programme d'urgence à la reconstruction de la Casamance. Donc, l'ensemble de ces programmes-là ont eu à réaliser un certain nombre d'ouvrages sur le plan communautaire, sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, qui ont permis vraiment de redonner espoir et qui ont permis aux populations justement de pouvoir revenir et d'être fixées au niveau de leur localité d'origine. À la fin de ce programme, il faut dire que l'agence a connu quelques difficultés du fait justement de la non-réactualisation de ces différents programmes ou sous-programmes, si vous voulez, et aussi du fait de beaucoup de changements institutionnels qui étaient intervenus à la tête de sa direction. Puis on est arrivé en 2012 avec l'arrivée du président Macky Sall qui a donné une nouvelle impulsion au développement économique et social de la Casamance, qui a aussi eu donc une nouvelle vision en ce qui concerne la prise en charge de la question de la paix. Donc l'ensemble de ces facteurs, paramètres ont pu quand même impacter et ont expliqué quelque part certaines difficultés que l'agence a traversées jusqu'en 2017, date de mon arrivée. Donc aujourd'hui, c'est une agence qui se porte très bien, donc qui de façon générale essaie de remplir ses missions au plan opérationnel, même si la mission fondamentale reste la coordination donc de toute activité de développement économique et social en Casamance. Mais à côté, il y a des missions opérationnelles que l'agence essaie de dérouler avec le soutien, n'est-ce pas, de l'État et de l'ensemble des acteurs. Vous avez hérité de l'agence en 2017. Vous avez remplacé à la tête de structure un de vos camarades de parti, Aminata Angélique Manga, devenu ministre. Est-ce qu'on peut dire que vous avez hérité d'une agence en bonne santé? Oui, on peut le dire, parce que la mission reste toujours pertinente par rapport à la cible, donc que sont les populations de la Casamance, que sont les populations impactées par le conflit. Donc la mission aussi reste d'actualité, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, adaptée à la nouvelle vision que le président a eue, donc l'agence a toute son importance dans le dispositif institutionnel donc, de suivi et de coordination des activités de développement économique et social. Maintenant, à côté, donc, il y a des activités, il y a des missions qui sont réalisées au profit des populations. Donc, il y a aussi un certain nombre justement de dysfonctionnements certainement qu'on a trouvé sur lesquels on est en train de travailler pour permettre justement à cet agent de répondre véritablement à sa vocation au niveau de la Casamance. Alors, Ansou Sané, directeur général de l'ANDRAC, invité aujourd'hui de l'émission Contradictoire sur Génération FM. DG, aujourd'hui, il y en a qui pensent que l'agence a des difficultés. C'est ce qui fait que peut-être qu'elle n'arrive pas à accomplir correctement ses missions. Est-ce que vous êtes de cet avis?
Oui, il faut reconnaître quand même que durant un certain nombre d'années, l'agence a traversé quelques difficultés. Comme je l'ai dit, c'était des difficultés compréhensibles. Parce qu'à la fin du programme PRAEX, qui a fédéré en tout cas toutes les énergies, qui a fédéré toute la mobilisation des bailleurs, l'agence a entamé un processus de réactualisation de ce programme. Et vous savez, quand on est dans ce processus, souvent, on a du mal à avoir véritablement les moyens qui permettent à la structure de fonctionner. Donc, à la fin de ce programme, durant cette phase de réactualisation de ces différents programmes, l'agence fonctionnait avec maintenant les subventions allouées par le budget consolidé de l'État. Donc, ce qui fait que aussi il faut reconnaître qu'il y avait un certain nombre de problèmes au niveau interne, donc au niveau du management, au niveau de la gestion, donc des problèmes liés à des charges de fonctionnement qui étaient élevées par rapport justement au budget qui a été mis en place par l'État. Donc autant donc de problèmes qui ont empêché véritablement l'agence d'être opérationnel sur le terrain, d'être visible sur le terrain et de pouvoir apporter des réponses aux préoccupations des populations. Donc c'est pourquoi depuis mon installation, j'ai voulu un peu accélérer un peu, si vous voulez, la cadence à ce niveau, donc en faisant en sorte que l'agence puisse avoir des chartes de fonctionnement qui puissent être adaptées, je sais pas, au montant du budget qui est alloué. Donc on a aussi travaillé à mettre en place les outils de planification stratégique, donc, qui nous permettent, qui sont adossés à une vision, donc à travers un plan d'action. Et aujourd'hui, au jour où je vous parle, l'agence dispose d'un plan stratégique de développement, donc pour 5 ans, et aussi d'un contrat de performance. Je crois que depuis quand même 2010, l'agence n'en disposait pas. Donc aujourd'hui, nous avons en tout cas des instruments de planification qui nous permettent de savoir donc, comment nous allons on peut orienter les missions. Et tous ces instruments, nous les avons mis en œuvre grâce, n'est-ce pas, aux attributions, sur la base des attributions, la lettre mission qu'on a reçue de notre tutelle technique et financière, justement la tutelle technique, en l'espèce le secrétaire général de la présidence. Nous avons aussi travaillé donc, avec toutes les structures intervenant en Casamance, donc pour voir sur quel niveau nous pouvons intervenir dans le cadre de la coordination pour accompagner cette dynamique de paix en Casamance, mais également pour pousser, n'est-ce pas, toute initiative successive justement de relancer le développement économique et social. Aujourd'hui, donc, on peut dire que les chartes de fonctionnement sont maîtrisées. Aujourd'hui, l'ANRAC dispose d'outils de planification. Et sur la base de la feuille de route que nous avons reçue de notre tutelle technique, nous essayons de dérouler un programme pour justement faire en sorte que les populations puissent sentir cette agence qui avait fait autant pour elles. Donc c'est dans cette dynamique-là que nous nous sommes engagés donc, depuis quelques temps. Et voilà, donc nous commençons vraiment à être sur le terrain. Et je crois que c'est l'une des raisons de ma présence à Ziguinchor pour essayer de dérouler un certain nombre d'activités sur le terrain. Déjà, on vous a entendu, on a entendu un peu de remous dans votre agence il y a cela quelques semaines ou disons quelques mois. Peut-être que c'était un peu dans une logique de rationaliser les effectifs dans votre structure. De quoi il s'agissait exactement au point qu'on ait entendu quand même aussi de remous au sein de l'agence, même si vous êtes resté discret pratiquement sur ce débat? Oui, c'est un peu lié aux raisons que j'évoquais tout à l'heure, puisque l'agence est une agence qui est beaucoup attendue par les populations, qui faisait beaucoup pour les populations et qui continue à faire pour les populations. Et à un moment donné, il faut reconnaître que l'agence n'a pas pu véritablement répondre aux attentes des populations. Cela est dû, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à certaines difficultés qu'on a eues au niveau du fonctionnement, qui faisait que l'essentiel des revenus, des subventions que l'agence recevait, donc ces subventions-là étaient allouées au fonctionnement. Alors, ce qui faisait que l'agence avait du mal à réaliser ses véritables missions pour les populations. Donc, il fallait mettre un terme à ça. C'était un petit peu difficile. Donc, la rationalisation des charges portait préjudice quelque part. La rationalisation des charges avait un coût, n'est-ce pas? Et donc c'est cet effort-là qui avait été entrepris, donc et qui a été expliqué
n'est-ce pas, aux agents et aux populations. Donc, et ce qui fait qu'à un moment donné, il y avait eu ces difficultés qui nous ont valu un peu, quelques observations, quelques manifestations. Mais aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience des agents. Il y a eu une prise de conscience de l'ensemble du personnel, donc sur la nécessité de sauver l'agence, sur la nécessité de faire en sorte que l'agence puisse véritablement travailler sur les missions sur lesquelles elle est attendue. Et aujourd'hui, ces difficultés sont traversées, ces coûts, n'est-ce pas, ces charges ont été rationalisés, ont été maîtrisés, et aujourd'hui, nous avons pu dégager des surplus, n'est-ce pas, dans le budget qui vont nous permettre véritablement de pouvoir être sur le terrain en étant opérationnel. Déjà à l'époque, vous avez essuyé beaucoup de critiques, mais pratiquement vous avez préféré répondre par le silence. Ça avait étonné beaucoup de gens. C'est quoi? C'est le type de management de l'homme, ou bien vous n'avez pas voulu verser dans la polémique? Effectivement, je n'ai pas voulu verser dans la polémique parce que par nature, je ne suis pas quelqu'un qui verse dans la polémique. J'avais engagé une dynamique, donc je savais que ce serait difficile parce que quelque part c'est tout un ensemble de choses qu'on devait bousculer, qu'on devait atténuer ou bien qu'on devait mettre un terme. Donc alors il fallait le faire de façon éclairée. Tout en sachant qu'au niveau interne, j'avais pris toutes les dispositions pour informer, pour sensibiliser, pour parler avec le personnel. Mais comme je l'ai dit, tout est rentré dans l'ordre. Donc l'essentiel du personnel aujourd'hui a compris et m'a accompagné. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter les agents de l'ANRAC pour cette prise de conscience qu'ils ont eue. Bien sûr, il y a eu quelques agents qui n'ont pas peut-être voulu coller à la dynamique, mais c'est normal. Donc, parce que avant tout, c'est des droits. Et ceux qui n'ont pas justement répondu à cette dynamique ont été, sur la base d'une procédure, ont pris la décision de quitter l'ANRAC et toutes les dispositions ont été prises pour le paiement intégral de leurs droits. Vous avez géré ça, disons, comme on dit dans notre jargon. Vous n'avez pas répondu à la provocation. Certains ont même avancé des thèses politiques, mais vous n'avez jamais répondu à ça déjà. Comme je l'ai dit, il n'y a pas lieu de répondre. Pour moi, c'était une politique ambitieuse qui devait permettre justement à l'ANRAC de pouvoir vraiment disposer des moyens nécessaires pour travailler. Parce que pendant longtemps, l'ANRAC ne pouvait pas travailler. Pendant longtemps, l'ANRAC ne pouvait pas faire ce qu'il devait faire pour les populations du fait de ces chartes de fonctionnement qui l'étranglaient. Et j'étais convaincu que si on doit faire en sorte que l'ANRAC puisse vraiment répondre aux attentes des populations, il fallait régler ce problème-là. Il fallait aussi, à côté, faire en sorte que l'ANRAC puisse disposer d'outils de planification stratégique, des instruments de pilotage. Et ce sont ces deux leviers sur lesquels j'ai agi durant les premiers mois de mes missions. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, avec la compréhension, avec la prise de conscience des agents, nous avons traversé ces épreuves, nous avons travaillé à disposer d'outils de planification stratégique, nous avons travaillé à maîtriser nos chartes de fonctionnement, à maîtriser nos coûts de fonctionnement. Pour moi, c'est ça qui est essentiel. Et je n'ai pas voulu verser dans la polémique, j'ai pas voulu. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interprétations, mais pour moi, ce qui était important, c'est de faire en sorte que les agents puissent avoir, n'est-ce pas, cette conscience que l'agence doit travailler pour les populations et que définitivement les populations doivent sentir cette agence-là. Et faire en sorte aussi que l'agence puisse accompagner cette nouvelle vision que le président de la République a pour la Casamance. Et certainement, on reviendra dans les débats. Donc, nous avons noté que depuis 2012, quand même, il y a
tout un ensemble de choses qui ont été faites par le président de la République pour la Casamance. Et justement, l'agence doit être là pour accompagner cette dynamique, pour accompagner ce processus-là. Déjà, peut-être c'est un détail, mais c'est une question que beaucoup se posent. On vous connaît très discret, ça c'est vrai, peut-être avec pas beaucoup de bruit, mais certains de vos collaborateurs estiment que déjà vous êtes, du moment où vous étiez même secrétaire général déjà de l'agence, que vous êtes décrit comme un homme très rigoureux et qui, quand il engage un processus, il est irréversible. C'est le cas? C'est lié à celui qui m'a coaché à ce niveau. Donc, et ça, je crois que je rends grâce à mes parents qui m'ont toujours inculqué ces valeurs de rigueur dans le travail, ces valeurs de discipline dans le travail, d'honnêteté professionnelle et intellectuelle. Et aussi, je rends grâce aussi à un homme donc, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Donc, quand j'ai été donc, dans ces différents ministères que vous avez évoqués tout à l'heure, un homme qui est connu pour sa rigueur, donc dans le travail, pour sa sincérité, pour son engagement pour son pays. Et donc, j'ai eu la chance d'être conseiller technique de cet homme. Donc, cet homme, c'est l'école de Benoît Sambou. On y reviendra déjà tout à l'heure, mais on reste un peu dans le cadre de l'ANRAC. C'est avec tous ces programmes aujourd'hui qui sont lancés en Casamance. On parle aujourd'hui du PUDC, on parle du PPDC, certains parlent du piment. Il y en a même qui disent aujourd'hui, est-ce que vraiment l'ANRAC même a sa raison d'être? Est-ce que c'est une structure qui n'est pas menacée aujourd'hui peut-être même de disparition, que les autorités se la dissoudent même un jour? C'est une question extrêmement pertinente que vous me posez parce que effectivement, à la naissance de ces différents programmes, il y a eu ces craintes. Que, voilà, est-ce que l'ANRAC, comme vous l'avez dit, va continuer à exister en Casamance? Quelle est la raison d'être de l'ANRAC? Et je crois que donc, à toutes ces questions-là, moi j'ai dit qu'aujourd'hui nous sommes dans le cadre d'un État organisé, donc, où plusieurs structures agissent au nom et pour le compte de l'État au profit des populations. Ce qui est important, c'est quand ces structures-là se retrouvent dans une localité, dans une région ou bien dans une collectivité, qu'elles travaillent à avoir une complémentarité dans leurs actions pour éviter des doublons ou bien pour éviter des doubles emplois, des chevauchements. On se rappelle, par exemple, s'agissant de la naissance de l'ANPEJ, c'est ce qui a créé, ce qui a un peu motivé la naissance de l'ANPEJ, parce qu'il y avait plusieurs structures de l'État qui intervenaient au profit de la création de l'emploi pour les jeunes, mais il n'y avait pas une rationalisation, il n'y avait pas une complémentarité. Et donc, à Ziguinchor, il est heureux de voir la naissance de tous ces programmes. Et cela témoigne de la volonté du président de la République de faire en sorte que cette région retrouve, mette tout son potentiel au service de la mise en œuvre du PSE. D'abord, c'est extrêmement important. Et cela témoigne aussi de tout l'engagement dont il a fait part depuis 2012 de régler de façon définitive la paix par le développement économique développement économique et social de la région de Ziguinchor et au-delà des régions de Sédhiou et de Kolda. Et donc, dans ce contexte-là, où on a un environnement institutionnel marqué par l'arrivée de ces programmes, moi j'ai estimé qu'il faut aujourd'hui aller vers ces structures et les accompagner dans leur déploiement en Casamance. Parce que quand même, l'ANRAC jouit d'une certaine expérience. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, c'est une agence qui a été créée de façon consensuelle entre le gouvernement du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques du Sénégal. Donc en termes de légitimité, il n'y a pas une structure mieux dotée de cette légitimité que l'ANRAC. Ensuite, l'ANRAC a l'expérience du terrain. Depuis 2004, l'ANRAC est intervenu dans toutes les contrées de la Casamance. L'ANRAC a installé, a mis en œuvre beaucoup de programmes en Casamance. Elle jouit à ce niveau donc d'une parfaite connaissance du terrain. Et donc, l'ensemble de ces acquis-là doivent être aujourd'hui, pour moi, mis à la disposition de ces structures nouvelles qui viennent accompagner ces dynamiques de paix, qui viennent travailler à pousser justement le développement économique et social de la Casamance. C'est pourquoi, dès 2015, j'ai travaillé à bâtir une convention avec le PPDC déjà pour mener sur le terrain des activités de mobilisation sociale. Et aujourd'hui, ce sont des activités qui nous ont valu beaucoup de satisfaction. Et on a pris donc l'engagement avec le PPDC, et j'en profite justement pour remercier le coordinateur, mon grand frère Youssouf, donc avec qui nous réfléchissons beaucoup sur comment on peut accompagner en tout cas cette dynamique. Et nous sommes en train de monter d'un cran sur justement la nécessité de faire en sorte
d'étendre cette convention pour qu'elle puisse toucher beaucoup de domaines. C'est la même chose avec le Puma, avec qui nous avons fini d'élaborer une convention qu'on va signer très bientôt pour l'accompagner dans des activités de mobilisation sociale, pour permettre aux populations d'approprier les réalisations qu'il est en train de mettre sur place en Casamance. Je rappelle que le Puma, c'est 50 milliards pour la région de Ziguinchor, c'est à peu près 55 milliards pour la région de Kolda et autant pour la région de Sédhiou. Donc, tout ça fait dire que l'ANRAC doit aujourd'hui être à côté de ces structures-là pour les accompagner, parce qu'elle connaît la région, elle a la légitimité donc auprès des populations, elle a la légitimité auprès des acteurs institutionnels, et aujourd'hui elle a acquis un certain nombre d'expériences en termes de mobilisation sociale, en termes de médiation sociale, donc des expériences qu'elle peut mettre au service justement de ces structures. Déjà, donc on vous entend, peut-être il y a une forme de collaboration technique qui va être faite avec ces structures, avec ces projets, ces programmes, mais est-ce que cela ne défavorise pas l'ANRAC un peu dans l'attribution des ressources? Elle ne nous défavorise pas, puisque nous avons un budget, nous avons des activités qui sont des fois complémentaires aux activités que mènent ces structures. Et c'est à ce niveau-là où on travaille à mettre en place des plans d'action communs. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec le PPDC, ils ont des activités de mobilisation sociale que nous aussi nous menons. Nous avons travaillé de façon intelligente à asseoir une coopération qui nous permet d'aller sur le terrain, donc au profit pour les populations. Maintenant, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre valeur ajoutée, en sens que nous avons pour mission de travailler à mettre en place une certaine coordination dans l'exécution des activités qui se font en Casamance. Nous avons acquis aussi de l'expérience dans certains domaines. Donc, nous allons garder notre ligne directrice par rapport à nos missions, tout en accompagnant les autres structures dans leur déploiement au niveau de la Casamance. Donc il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de chevauchement. Donc l'essentiel c'est que la planification puisse se faire, et l'essentiel c'est que l'accompagnement puisse se faire au moment où il le faut. Et l'essentiel c'est qu'on puisse travailler à harmoniser les interventions, de telle sorte que les populations pourront bénéficier, n'est-ce pas, des interventions de ces programmes et projets, donc en prenant en compte leur véritable aspiration aujourd'hui, qui est une aspiration de réinsertion, qui est une aspiration de retour, mais qui est une aspiration aussi en termes de perspective économique. C'est important. Déjà, une dernière question sur l'ANRAC avant de revenir sur le volet politique, c'est par rapport à la délocalisation de l'agence. Beaucoup estiment que c'est une agence qui est faite pour la Casamance, mais dont le siège, le pilotage se fait à partir de Dakar. Est-ce que vraiment c'est opportun? À quand véritablement une délocalisation du siège de l'agence ici en Casamance? Ça aussi, c'est un des chantiers que j'ai attaqué, donc un chantier qui me tient à cœur. Parce que c'est insensé que l'ANRAC travaille pour la Casamance et qu'elle continue à rester à Dakar. Et moi, depuis mon arrivée, j'ai engagé un processus de délocalisation de cette structure. Donc, avec les instructions qui m'ont été données par la tutelle, aujourd'hui, nous avons travaillé avec l'Agence du patrimoine bâti de l'État et nous avons pu, donc, grâce à l'accompagnement de cette agence, donc, trouver un bâtiment administratif à Ziguinchor que nous sommes en train, de réhabiliter pour pouvoir, avant fin 2019, au plus tard disons, donc délocaliser l'agence carrément à Dakar, être plus proche des populations. Et cette délocalisation, au-delà du fait qu'elle va nous permettre d'être proche des populations, elle nous permettra aussi de générer des marges, en tout cas dans le budget, donc des marges qu'on pourra mettre au profit justement des populations. Donc ça nous permettra aussi de réduire, en tout cas de rationaliser les charges de fonctionnement. Et donc c'est un chantier sur lequel j'ai beaucoup avancé. Nous avons trouvé le bâtiment ici à Ziguinchor. C'est un bâtiment qui servira de siège de l'ANRAC au niveau de toute la Casamance. Et à côté, je suis en train de travailler à assurer le maillage de la Casamance. Parce que aussi, effectivement, Sédhiou et Kolda ne sont pas très impliqués dans le programme. Effectivement. L'une des critiques qui est souvent adressée à l'ANRAC, c'est qu'elle concentre 90% de ses activités dans la région de Ziguinchor. Ce qui fait que les régions de Sédhiou et de Kolda, qui sont dans son périmètre
d'intervention sont souvent, disons, pas lésés, mais reçoivent peu en termes d'intervention, en termes d'activité de l'ANRAC. C'est des critiques fondées que je comprends. Même si, à l'origine, l'ANRAC a travaillé essentiellement dans la région de Ziguinchor, du fait que quand on analyse la cartographie de la crise, on se rend compte que la région de Ziguinchor, à travers certains départements, était la plus affectée par le conflit. Mais n'empêche, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ces régions aussi font face à des défis importants, font face à des problématiques sur lesquelles l'ANRAC doit intervenir, doit agir et doit apporter en tout cas sa contribution à leur résolution. Et il faut, à côté de la délocalisation, pour moi, travailler à assurer un maillage de l'ANRAC, faire en sorte qu'effectivement l'ANRAC puisse être ressenti par les populations du Pakao, par les populations du Fulatou. Et ce travail aussi, je l'ai entamé et on a pu trouver un accord, n'est-ce pas, avec les autorités administratives de ces régions pour qu'on puisse en tout cas installer des relais de l'ANRAC dans ces régions. Et je crois que l'une des raisons aussi de ma présence ici à Ziguinchor, c'est entre autres pour aller à la rencontre de ces autorités, essayer de finaliser ce dossier. Donc l'ARD de Sédhiou, par exemple, a manifesté toute sa disponibilité à nous donner des locaux qui pourront abriter des relais, en tout cas des agents de l'ANRAC. C'est un début. Dans le cadre aussi des activités de réinsertion, j'ai aussi décidé de faire en sorte que ces activités puissent aussi impacter dans ces régions, notamment Sédhiou et Kolda. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le choix, dans le plan d'action qu'on a élaboré, qu'on a mis en place et qu'on va commencer à dérouler, il y a une bonne partie des activités qui vont intéresser ces régions. Parce que dans ces régions aussi, il faut reconnaître qu'il y a des localités qui ont été impactées par le conflit. Au-delà des défis que j'ai évoqués tout à l'heure auxquels font face ces régions, il y a aussi des localités fortement impactées par ce conflit. Quand je prends la région de Kolda, Médina Elhadj, c'est une localité fortement impactée par le conflit. Quand on prend par exemple la région de Sédhiou, des localités telles que Djibanar, Samine, dans le Goudom, c'est des localités aussi qui sont fortement impactées. Et aujourd'hui, nous allons dérouler des activités de réinsertion économique au profit de ces populations et les régions de Sédhiou ont été inscrites comme étant des régions qui vont abriter en tout cas l'essentiel de ces activités. Et déjà le mercredi, donc c'est la semaine prochaine, je vais aller sur place à la rencontre des acteurs, notamment le préfet de Goudom et le sous-préfet de Djibanar et l'ensemble des autorités locales, l'ensemble des associations pour identifier avec l'ensemble de ces acteurs-là des activités que l'ANRAC va accompagner dans le cadre de la réalisation de sa composante dénommée réinsertion des populations impactées par le conflit. Et à côté donc de Goudom qui a été choisi pour abriter ces activités, nous allons aussi travailler dans le département de Bignona, donc notamment dans le Nord Sindian, qui est aussi une zone fortement impactée, mais aujourd'hui qui est une zone qui abrite un grand mouvement de retour des populations, donc à la faveur de la paix, n'est-ce pas, et à la faveur de l'ensemble des efforts que l'État est en train de mettre en place pour inciter donc ces dynamiques de retour. Nous avons prévu en tout cas un plan d'action qui va nous permettre de dérouler des activités de réinsertion économique au profit de ces populations. À côté, nous savons aussi que dans le département de Ziguinchor, il y a des déplacés qui sont aussi enregistrés au niveau du département de Ziguinchor. Même s'il y a aussi à ce niveau une dynamique de retour, mais quand même il y a des populations déplacées qui sont dans le département. Nous allons aussi les accompagner dans des activités qu'elles ont déjà fini de choisir. Nous allons aussi accompagner une association dynamique que tout le monde connaît, donc qui essaie de travailler à donner une dignité à certaines catégories d'impactés par le conflit que sont les personnes victimes de mines. Je parlais de l'association des Sénégalais des personnes victimes de mines qui est composée en tout cas de victimes issues des 3 régions de Sédhiou, de Ziguinchor et de Kolda. Donc ce sont des associations aussi que nous allons accompagner dans des activités d'insertion économique pour en tout cas permettre à ces populations d'avoir des perspectives économiques favorables. Les populations qui étaient déplacées et qui sont revenues, nous pensons qu'une fois qu'elles sont revenues au niveau de leur terroir, il est important de les accompagner dans des activités génératives de revenus
pour les fixer davantage. Sinon, elles sont incitées à retourner, ou bien sinon, elles sont incitées à mener des activités illicites. Donc, il est important que ce processus de retour soit accompagné. Et déjà, le PUMA est sur le terrain, donc il réalise un certain nombre d'ouvrages, donc d'infrastructures sociales de base, d'infrastructures communautaires. Il y a aussi le PPDC qui intervient pour ces populations à travers, dans le domaine de l'agriculture et dans d'autres domaines, comme les pistes de production et autres. Et nous également, nous allons apporter notre contribution par la prise en charge d'activités de réinsertion économique. Je rappelle que vous suivez, chers auditeurs, Contradictoire, l'émission politique de Génération FM que nous diffusons tous les dimanches de 11h à midi et qu'aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Ansou Sané, directeur général de l'ANDRAC. Il était opportun qu'on parle un peu de cette structure qui est l'ANDRAC et qui a suscité un peu véritablement l'intérêt des populations depuis quelques semaines avec la polémique qu'on y avait notée et les éclairages de son directeur général, qu'il faut le rappeler également, est responsable politique de l'APR. Toute transition faite, Ansou Sané, vous êtes de l'APR, vous êtes membre de la formation politique au pouvoir. Trop de bruit, comment se porte votre parti vraiment? Comment vous jugez la manière dont votre parti fonctionne aujourd'hui? Le parti se porte très bien, en tout cas au niveau de Ziguinchor, où nous enregistrons très régulièrement de fortes adhésions. Et j'en veux pour preuve, à part les élections locales de 2014 que le parti a perdu, pour des raisons que vous connaissez, toutes les élections donc, qui ont suivi donc, ont été remportées par l'APR et la coalition Benno Bokk Yakaar, donc qui se porte également très bien sous le management de notre doyen, de notre papa, de notre grand-père, donc le ministre d'État Robert Sagna, que je salue au passage. C'est vrai qu'il y a des soubresauts, mais qui sont inhérents à toute formation. Vous les minimisez, ces soubresauts, directeur, déjà? On ne les minimise pas, mais ce qui est important, c'est qu'il faut reconnaître que quand même, de plus en plus, nous travaillons à taire nos divergences. Donc nous travaillons à mettre en place une directoire unifiée avec une cohésion dans les actions, donc avec une union, donc avec une certaine solidarité que nous tissons à chaque fois quand nous faisons face à des échéances aussi importantes que les élections. Donc ce qui fait que nous parvenons à nous retrouver autour de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui c'est quoi? C'est que nous sommes dans une région donc, qui est accompagnée fortement par une vision, une région qui est en train en tout cas d'avoir beaucoup de réalisations de la part du président de la République qui accorde un intérêt particulier à cette région. Et nous avons senti la nécessité de nous unir autour de l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est faire en sorte que les réalisations faites par le président depuis 2012 dans la région soient portées à la connaissance des populations. Déjà, vous avez vraiment espoir qu'un jour vous pensez voir vos leaders réconcilier pour un seul but? Vous avez cet espoir-là? Vous pensez que c'est possible vraiment pour Ziguinchor? La réconciliation à Ziguinchor, elle est aujourd'hui une réalité. J'en veux pour preuve, hier, nous avons tous été à la conférence que les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar ont organisée. Et donc c'est une activité qui s'est déroulée dans des conditions extraordinaires. Avant cela, à chaque fois quand le Benno a un plan d'action commun, les deux se réunissent. Comme je l'ai dit, c'est aujourd'hui une prise de conscience qui a été faite. Maintenant, à côté, chacun a ses ambitions, ce qui est légitime. Chacun a son plan d'action. Chacun a sa façon d'être sur le terrain, de se déployer sur le terrain. Ça, c'est normal. Donc, un responsable comme Benoît Sambou, pour qui je travaille, a toujours prôné le leadership pluriel. Ça ne pose pas de problème à ce moment. Est-ce que ce n'est pas justement ce qui pose problème déjà, c'est cette incarnation par Benoît Sambou du leadership des partis à Ziguinchor que certains contestent justement? Il n'y a pas de contestation de ce leadership. Le leadership, un leadership, il ne se dispute pas. Et Benoît n'a jamais été dans une posture de disputer un leadership. Au contraire, il a toujours prôné. Je crois que ce qui est important, c'est ce que chacun peut apporter pour cette région.
c'est ce que chacun peut apporter pour ce parti. Et chacun le fait à sa manière. Et ce qui est important à côté, c'est à chaque fois que l'intérêt du parti l'exige, l'intérêt de la région l'exige, à chaque fois quand on est face à des échéances aussi importantes que des élections, que les gens se retrouvent autour de l'essentiel. Et il faut reconnaître, vous êtes des observateurs de la scène politique, il faut reconnaître quand même depuis 2014, donc il y a eu cette prise de conscience-là qui fait qu'à chaque fois nous travaillons sous la direction éclairée du doyen Robert Sagna, nous travaillons à mener des campagnes consensuelles, nous travaillons à dérouler des campagnes apaisées et nous parvenons à travailler, à communiquer pour les populations, au profit des populations. Et ce qui fait que, aussi bien les élections référendaires, les élections législatives, la coalition Benno Bokk Yakaar les a remportées au niveau de la région de Ziguinchor. Et cela n'exclut pas les ambitions que les uns et les autres peuvent avoir. À vous entendre, DG, est-ce que vous voulez nous faire savoir qu'il y a des actions qui sont menées pour tenter de faire recoller les morceaux? Je parle de morceaux parce que véritablement on a vu qu'il y a un certain désamour entre Benoît Sambou et certains de ses camarades de parti comme Angélique Manga récemment. Vous pensez que ça, si vous pouvez passer ça sous silence et nous faire comprendre que votre coalition se porte bien, vraiment à Ziguinchor, votre parti? Et comme je l'ai dit, il n'y a pas à ce niveau de problème de leadership. Donc, je crois que pour vous qui observez la scène politique, vous savez qui incarne le leadership. Je ne reviendrai pas sur ce débat. Qui l'incarne? Qui incarne ce que je voulais juger. Vous le savez, vous observez la scène politique. Mais ce qui est important, je crois que c'est, comme je l'ai dit, ce que chacun peut apporter dans cette région. Ce qui est important, c'est que chacun travaille, ce que chacun fait pour faire en sorte que le parti se massifie. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est les élections à venir. Et comment y aller de façon sereine, comment faire en sorte que l'APR et la coalition, au-delà de la coalition, puissent consolider cette dynamique-là de victoire, n'est-ce pas, sur laquelle elle a dessiné sa trajectoire depuis les élections de 2014. Et cette élection à venir, tout le monde, tous les responsables connaissent son enjeu, connaissent son importance. Et l'enjeu est d'autant plus important qu'il faut faire en sorte que cette chance que nous avons d'avoir son excellence le président Macky Sall pour la région donc de Ziguinchor et au-delà de la région de la Casamance tout entière, que le président Macky Sall puisse avoir un second mandat et qu'il puisse continuer à faire les réalisations que nous avons tous vues au niveau de la... Vous pensez que vous allez pouvoir parler d'une seule voix d'ici février? Amiata Angélique Manga, Doudouka, Benoît Sambou, les autres, vous allez pouvoir parler d'une seule voix? Mais déjà, comme je vous l'ai dit, hier on a parlé d'une seule voix. Ah oui, ça c'est un scoop pour nous. Hier on a parlé d'une seule voix puisqu'il y a eu cette conférence qui a été animée par les jeunes au niveau du complexe Aubert, une conférence qui a été une occasion pour tous les leaders de se réunir, donc, et où l'occasion a été mise à profit pour débattre en tout cas sur les réalisations que le président a faites. Vous avez échangé? Nous avons échangé, nous avons un cadre en tout cas donc, qui nous permet de nous réunir, donc au niveau de Dakar nous voyons. Donc lorsque le parti a envoyé des émissaires pour remercier les militants et responsables après les élections législatives, nous nous sommes retrouvés ici au complexe Aubert, donc pour recevoir l'envoyé spécial du président de la République, le député Abdoubou. Donc à l'occasion de cette rencontre, tous les leaders se sont retrouvés. Donc on se parle. Donc il y a des leaders en notre sein qui ont des initiatives, notamment Benoît Sambou, notamment le DG de la Nève, Mamadou Bari, donc qui souvent initie des cadres où nous réunissons, donc le DG de la DAPS, Doudouka, donc l'administrateur du FONGIP. Je veux dire, il n'y a plus cette rivalité, donc, parce que tout le monde a compris que l'essentiel c'est de travailler pour Ziguinchor. Et l'essentiel c'est que chacun contribue à sa manière donc, à l'édification de cette pierre. Maintenant, le leadership, il est là, donc
on le conteste ou on ne le conteste pas, le leadership, il est reconnu par qui de droit, et c'est ça qui est important. Et chacun a sa parcelle maintenant à côté, dans la liste des responsables que vous avez énumérés, il y a quelqu'un qu'on n'a pas entendu, mais on ne va pas le citer. On comprend qu'il y a toujours quelques bobos, mais on va revenir par rapport à vous-même, DG. Certains estiment que vous avez le potentiel qu'il faut, vous êtes un jeune intellectuel qui a gravi un peu aujourd'hui les échelons, mais on vous reproche de manquer peut-être d'ambition parce que vous êtes toujours sous l'ombrage de Benoît Sambou, que vous vous contentez peut-être de faire plaisir à Benoît Sambou et que vous gardez vos ambitions politiques. Que répondez-vous à ces gens qui vous adressent ces critiques-là? Je n'ai pas de plan B, je n'ai pas de plan caché. Mon seul plan, c'est comment accompagner Benoît à massifier le parti, à réussir la mission que le président de la République lui a confiée ici au niveau de la Casamance. C'est de porter haut les couleurs de la paix. Mais pour l'instant, vous gardez vos ambitions tant que Benoît Sambou est votre leader? Je n'ai pas d'ambition personnelle. Ma seule ambition, c'est faire en sorte que Benoît réussisse dans sa mission. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis né d'un père qui a été un grand responsable socialiste. Un père que j'ai vu régulièrement d'année en année aller donc assister donc au congrès du Parti socialiste. Un papa qui m'a beaucoup soutenu, qui continue à me suivre sur le plan politique. Et à chaque fois, quand je suis avec lui, quand je reviens à la maison, quand je suis avec lui au téléphone, il y a une seule chose qu'il me dit: la loyauté. La loyauté. Pour moi, c'est une valeur extrêmement politique et extrêmement importante en politique, que certains ont tendance à bafouer, mais une valeur, une vertu que moi je considère comme étant cardinale. Et l'homme pour qui je travaille aussi, Benoît Sambou, c'est quelqu'un en qui j'ai vu ses valeurs. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui essaie de compléter cette éducation politique que j'ai reçue de mon papa. Vous comprenez donc que je ne puisse pas avoir d'ambition. Je ne suis jamais animé par une ambition. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il a un engagement sans faille pour cette région. Il ne cesse de se battre pour cette région, dans tous les domaines. Il ne cesse de faire des plaidoyers pour cette région. Et cet homme donc a besoin d'être soutenu, d'être accompagné. Et je suis là pour ça. Donc je n'ai qu'un seul objectif, c'est de conforter le leadership de cet homme. Un leadership aujourd'hui qui est reconnu par toute la population. Tant mieux dirait alors Benoît, quand par exemple dans les activités de mobilisation que vous faites, j'ai eu à vous suivre un peu dans vos couvertures médiatiques, dans vos activités autant pour moi, le gain politique est servi sur un plat d'or à Benoît Sambou. Ça va continuer jusqu'à quand? Mais aujourd'hui, il a acquis cette légitimité dans la région, en dépit de tout ce qui se dit, malgré tout ce qui se dit, parce qu'il a prouvé une certaine honnêteté dans ses relations avec les populations, dans sa façon de faire pour la population. Et c'est ce qu'aujourd'hui les populations sont en train de reconnaître en lui. Donc cette proximité, cet engagement, cet amour pour sa région, cette capacité à mobiliser, n'est-ce pas, des initiatives, donc à mobiliser des actions pour les populations. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan légitimité, sur le plan leadership, sur le plan reconnaissance, les populations sont en train de lui être redevables. Et moi, je suis là justement, voilà, pour accompagner, donc pour être à sa disposition, travailler au service du président de la République dans la région. Certains me demandent à travers notre page Facebook si vous allez lancer votre tendance politique d'ici 2019. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'ambition personnelle pour moi. Donc vous vous fondez dans la tendance de Benoît Sambou? Je suis dans un camp, c'est le camp de Benoît Sambou. Ça, il faut que ça soit clair. J'ai toujours dit que j'arrêterai la politique quand Benoît va arrêter la politique. Et à ce niveau, je respecte ceux qui ont créé leur tendance. C'est mes amis, on a été ensemble. Ils ont des raisons que je respecte. Mais moi, j'ai qu'une seule tendance, c'est la tendance APR. Parce que comme il y a des tendances, il y a des mouvements, mais il y a le parti. Et vous n'êtes pas dans le parti.
Vous n'allez pas avoir de mouvement aussi? Je n'ai pas de mouvement. Il faut que cette question soit définitivement évoquée. Je ne vais pas animer de mouvement ni de tendance. Je suis dans le parti, j'ai la discipline du parti qui m'a été inculquée par un leader, qui m'a été inculquée par mes parents. Vous comprenez? Donc maintenant, le parti dans son organigramme, dans son organisation, tolère justement des mouvements de soutien, tolère des tendances. C'est d'ailleurs l'apanage de tous les partis. Mais moi, je suis dans un mouvement, j'évolue dans un parti, j'évolue au sein de ce parti pour un homme qui travaille pour justement le président de la République au niveau de la Casamance, au niveau de Ziguinchor. Ton mentor, Benoît Sambou, puisque tu l'assumes pleinement DG, a fait une sortie à polémique très récemment, donc sur qui a suscité un débat au sein de l'UCS avec Baldé. Certains pensent que le courant ne passe pas tellement entre les deux hommes, entre Benoît Sambou et Baldé, quand il dit que dans la presse que Macky ne doit pas négocier avec Abdoulaye Baldé sur le dos de Aminata Tall pour le poste de conseil économique, social et environnemental. Est-ce que c'est une phrase qui était vraiment opportune? Benoît avait-il besoin de sortir cette phrase quand on sait que peut-être Macky Sall a intérêt aujourd'hui à ce que Baldé le rejoigne dans son camp? Je crois que c'est des propos qui ont été sortis de le contexte. Parce que moi, j'ai bien lu l'interview qu'il a accordée à un média de la place. La question était de savoir est-ce que le président de la République parle avec Baldé. Et dans sa réponse, il a dit que le président parle avec tout le monde. Et c'est ce qui est vrai. Parce que le président de la République, il incarne justement les valeurs d'ouverture, les valeurs de dialogue, les valeurs de conciliation. C'est la raison pour laquelle il a érigé donc, la journée du dialogue national. La date du 26 mai est dorénavant retenue comme étant la journée du dialogue national. Récemment, il a organisé les concertations nationales autour de l'exploitation du gaz et du pétrole. À côté, c'est quelqu'un qui a tendu la main à toutes les forces vives de la nation pour qu'on travaille pour l'émergence de la population. Et en cela, il parle à toute la classe politique, que ce soit opposition, que ce soit coalition Benno Bokk Yakaar, que ce soit aussi les autres coalitions donc, qui existent au sein. Donc, bref, il parle à toutes les forces vives de ce pays. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a eu tout un bruit qui a été fait derrière ce poste de conseil économique et social, et il fallait aussi rétablir. Parce que quelque part, on a compris que c'était aussi un moyen que certains utilisaient pour un peu, voilà, donc régler. Il y en a qui pensent déjà que votre mentor Benoît Sambou n'a pas intérêt à ce qu'un rapprochement soit entre Macky Sall et Abdoulaye Baldé, parce qu'il y va de la survie de son leadership incarné, comme tu l'as dit. Est-ce que c'est ce que vous pensez vraiment? Tout au contraire, c'est méconnaître Benoît. Parce que Benoît a été le premier à inviter le président de l'UCS à rejoindre le camp présidentiel. Et c'était en 2014. On se souvient, à l'issue des élections locales, il a été le seul responsable politique à aller trouver le maire Abdoulaye Baldé et à lui apporter ses félicitations, et à lui exprimer ses félicitations. Et depuis ce jour, il a invité Baldé à venir travailler pour l'intérêt de la Casamance. Parce qu'il reste convaincu aujourd'hui, avec le degré d'investissement que la Casamance a, avec le niveau de développement que la Casamance est en train de connaître, grâce donc, aux réalisations faites par le président de la République, tous les fils de la Casamance doivent accompagner cette dynamique impulsée par le président de la République. Et en cela, il ne cesse de travailler à fédérer les responsables et acteurs de la Casamance autour du seul intérêt qui vaille, c'est l'intérêt de la Casamance. Il ne constitue pas un obstacle entre les deux hommes. Il ne peut pas constituer un obstacle. Baldé ne peut pas constituer. Ce n'est même pas un débat. Ce n'est même pas un débat parce que les relations entre le président Macky Sall et le ministre d'État Benoît Sambou, pour qui connaît, ce sont des relations qui datent de 2008. Vous allez peut-être léguer un scoop aujourd'hui avant de partir. Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui Abdoulaye Baldé va rejoindre la mouvance présidentielle? Est-ce que vous avez des infos sur des négociations en douce qui se passeraient entre lui et le président Macky Sall? Ça, je ne saurais le dire. Peut-être qu'il faut poser la question. Nous donner le scoop?
je ne saurais vous le dire, je ne suis pas dans les secrets des dieux et peut-être qu'il faut poser la question au maire Abdoulaye Baldé, donc qui est à même de pouvoir apporter une réponse par rapport à ça. Tout ce que je sais, c'est que nous travaillons à consolider les bases et les acquis de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de Ziguinchor. Nous travaillons à massifier notre coalition et à massifier notre parti, qui est la locomotive du Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor. Et la massification se fait à travers des adhésions fortes qu'on enregistre de jour en jour, de responsables qui ont fini de voir en Macky Sall quelqu'un qui est en train de travailler pour la région. Et ce sont des responsables qui viennent de tous les partis, de l'UCS surtout. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dit, tant qu'il vient, on est ensemble. Mais quand il ne vient pas, nous avons pour mission de désarticuler son parti. Vous semblez minimiser la force politique représentée par l'idée dans cette région avec l'euphorie de votre victoire aux dernières législatives. Apparemment, il y a une baisse peut-être des activités dans le cadre du parti. Est-ce que dans le cadre de la sensibilisation, et là apparemment vous minimisez peut-être la force que représente l'UCS? Vous ne pensez pas que si vous poursuivez cette tendance, Abdoulaye Baldé risque encore de vous surprendre dans cette région au présidentiel? Nous ne travaillons pas sur la base d'un agenda de l'UCS, ou bien nous ne travaillons pas sur la base de force ou de faiblesse donc de l'UCS ou bien de tous les autres partis de l'opposition qui sont là. Nous avons une feuille de route. C'est comment faire pour massifier les rangs de la paire, pour consolider les acquis au niveau du Benno Bokk Yakaar. C'est comment faire pour faire adhérer les populations, pour faire en sorte que les populations s'approprient les réalisations du président de la République. Et ça, il faut le dire, depuis 2013, depuis 2012, nous avons eu des acquis dans cette région. Ces acquis, c'est d'abord la paix que nous avons retrouvée grâce au leadership du président de la République, grâce à une certaine diplomatie qu'il a su mener sur le terrain. Et il a su changer de paradigme pour justement dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus à attendre que la paix s'installe pour faire décoller cette région. Mais nous allons consolider cette paix, amener cette paix par le développement économique et social. Et depuis, vous voyez, dans la région de Ziguinchor, il y a beaucoup de réalisations qui sont faites sur le plan du désenclavement, des réalisations qui ont permis d'atténuer le sentiment d'enclavement que les populations avaient. Au plan terrestre, il y a la RN6 qui a été construite, c'est extrêmement important. Il y a toutes les routes de la commune de Ziguinchor qui ont été pavées. Nous avons le pont de Farafenni qui va bientôt prendre fin. La semaine dernière, le ministre des infrastructures a effectué une visite et il nous a rassuré en nous disant que d'ici la fin de l'année, les travaux vont être terminés. Sur le plan maritime, nous avons eu la réception des navires Aguène et Djambon avec la réduction des tarifs qui ont été subventionnés à 5 000 francs. Nous avons à côté le bateau Djogé qui fait dans le fret. Nous avons eu à côté aussi le dragage du fleuve Casamance, un fleuve qui avait une profondeur de 3,5 mètres et qui ne pouvait pas abriter certains gros navires et qui faisait que même la filière anacarde, les producteurs étaient obligés de passer par le port de Banjul pour justement acheminer ces produits donc en Inde ou bien dans les autres ports. Ce sont ces arguments-là que vont compter brandir en 2019? Effectivement, c'est des réalisations. Parce que l'élection présidentielle, ce qui est important à savoir, l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un candidat et le peuple. Et cette rencontre, le point de liaison, c'est quoi? C'est soit un programme, ou bien pour le candidat qui veut renouveler un peu son mandat, c'est un peu ce bilan. Le bilan qu'il doit présenter. Or, nous, aussi bien de façon globale, mais de façon particulière à Ziguinchor, en Casamance, nous avons un bilan, comme je l'ai dit. Ce sont ces politiques de désenclavement qui ont été menées. Au plan aérien, aujourd'hui, nous avons 2 compagnies qui assurent la desserte
quotidienne de Ziguinchor. Il y a eu le dragage, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui permet aujourd'hui maintenant à des navires de pouvoir, à partir du port de Ziguinchor, pouvoir transporter la filière anacarde, les noix d'acajou. Et ça, c'est toute une économie locale qui revit. C'est extrêmement important pour les populations de le savoir. C'est à côté de la création d'emplois, c'est aussi des secteurs tels que la mécanique, tels que la manutention, qui vont être mis sur orbite. Et aujourd'hui, le gouvernement a mis en place le programme formation entreprise. Et pour avoir discuté avec les autorités du ministère de la formation professionnelle, je sais qu'une part importante va être accordée à ces métiers portuaires qui vont naître du fait justement de ces acquis qu'on a à partir du dragage du fleuve Casamance. Nous avons aujourd'hui l'université Assane Seck qui s'est agrandie à travers des infrastructures pédagogiques et scolaires. Nous avons le Promoville qui a été lancé au niveau de la région de Ziguinchor. Nous avons les différents boucliers, boucliers qui sont en chantier, sans compter les autres acquis que les populations sont en train de bénéficier du fait n'est-ce pas, des réalisations du président. Je veux parler de la couverture maladie universelle qui profite aux populations de la Casamance. Je veux parler de ces bourses de sécurité familiale qui profitent. Je veux parler de la réduction, n'est-ce pas, des tarifs de l'électricité. Je veux parler des salaires qui ont été revalorisés donc en 2013. Donc nous avons aujourd'hui un bilan. Donc, parce que c'est ça qui a fait que les populations ont choisi le président de la République et aujourd'hui ils se reconnaissent à travers ce bilan. Et comme je l'ai dit, pour la Casamance, l'arrivée du président de la République était liée à un espoir. L'espoir, c'est qu'il puisse apporter la paix. Et il l'a apporté. Et aujourd'hui, toutes les populations reconnaissent que le président Macky Sall a été l'artisan de la paix. Et à côté, le président Macky Sall est l'artisan du désenclavement et l'artisan du développement économique de la Casamance. Quand on prend aujourd'hui la Casamance, nous avons bénéficié de quelque chose d'exceptionnel qu'aucune région n'a bénéficié. C'est quoi? C'est la loi faisant de la Casamance zone touristique spéciale d'intérêt national. C'est-à-dire que c'est passé des mesures de saupoudrage, peut-être? Non, c'est extrêmement important. Justement, il faut travailler à ce que les acteurs puissent profiter de cette loi-là. Parce que l'objectif, c'est justement faire des exonérations fiscales, des exonérations dans beaucoup de domaines pour booster la création de l'emploi, pour aussi redynamiser le tourisme. Maintenant, c'est une loi qui est là pour 10 ans. Il faut que les acteurs puissent bénéficier. Et nous avons aussi, en tout cas, un champ qui est au niveau de l'ANRAC, c'est faire en sorte que les acteurs puissent, autour d'un cadre, puissent travailler justement à connaître, à s'approprier de cette loi et aussi à pouvoir en jouir de la façon la plus entière pour que aussi des emplois puissent être créés. Donc, si vous voyez, donc, il y a un ensemble d'acquis, un ensemble d'infrastructures et il y a aussi beaucoup de réalisations qui ont été menées donc, dans d'autres aspects, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, la délégation à l'ampleur rapide, la DER, s'est installée avec 30 milliards, avec une enveloppe de près de 700 millions pour la région de Ziguinchor. Donc c'est aussi un instrument de création d'emplois pour les jeunes de la région. À côté, il y a l'ANPEJ qui fait énormément de choses pour les jeunes de la région. Il y a le PAPEJ qui est là. Donc il y a aussi d'autres programmes de création d'emplois que l'État a mis en place. Donc je crois que c'est des choses importantes sur lesquelles les gens doivent communiquer, donc sur lesquelles les gens doivent parler pour que les populations le sentent. Aujourd'hui, le transport interurbain, nous avons des bus qui assurent la desserte. Aujourd'hui, quelqu'un qui quitte mon quartier sous Papa peut aller jusqu'à Banganga, Adéan. C'était un rêve, n'est-ce pas? Nous avons aujourd'hui les routes qui ont été pavées. Je crois que c'est des choses extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la commune a failli à ses obligations et le président Macky Sall est en train, au-delà de ses attributions, est même en train de faire ce que la commune devait faire. Et c'est ça aussi, donc, des choses qu'il faut porter à la connaissance. Pour dire que nous avons en tout cas un bilan. Nous ne travaillons pas en fonction de ce que Baldé est ou bien en ce que nous savons, c'est que nous sommes en train de travailler à l'affaiblir. Et nous le faisons. Il le sait, il le sent. Il le sait, il le sent. Et cet affaiblissement se fait à travers des adhésions que nous recevons tous les jours. Il ne se passe pas une semaine où
nous n'enregistrons pas d'adhésion de militants et de responsables qui étaient à l'UCS ou bien qui étaient dans les autres partis et qui viennent nous rejoindre. Est-ce que ce sont des adhésions sincères vraiment? Simplement parce que c'était des gens qui croyaient en lui à un moment donné, qui avaient cru au projet qu'il avait pour la Casamance, mais qui n'ont pas vu, n'est-ce pas, ce projet aboutir pour la Casamance. Et c'est des responsables qui ont vu à travers le président Macky Sall quelqu'un qui est en train justement de réaliser, n'est-ce pas, ce pourquoi ils avaient travaillé pour Baldé. Et donc ces gens sont venus de façon sincère. Vous les voyez avec nous sur le terrain. En ce sens, directeur général de l'ANDRAC, mais également homme politique qui cache un talent, donc qui ne l'exprime pas beaucoup. Nous sommes arrivés au thème de notre émission contradictoire qui recevait aujourd'hui le directeur général de l'ANDRAC. Ansou, vous avez un dernier mot, 5 secondes? Oui, bon, le dernier mot, c'est justement par rapport à ce que je suis venu faire dans cette région, donc par rapport aux missions de l'ANDRAC, donc une tournée qu'on va faire dans certaines régions de la Casamance pour relancer un peu les activités de réinsertion économique, mais aussi faire en sorte qu'on puisse travailler sur des mécanismes de partenariat et des mécanismes de mobilisation sociale donc, au niveau de la Casamance. Et je voudrais donc dire toute ma satisfaction déjà sur ce début de tournée et dire que ce sont des activités qui, si elles sont déroulées, permettront justement à l'ANDRAC de pouvoir répondre à sa vocation.